Merci d'être avec nous, Monique Lubin, et de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Sénatrice socialiste des Landes, vice-présidente de la Commission des Affaires sociales. Vous êtes membre du Conseil d'orientation des retraites et chef de file du groupe socialiste sur la réforme des retraites, dont on va longuement parler, évidemment. Mais d'abord, une question sur un autre sujet, puisqu'on est en plein salon de l'agriculture et qu'hier soir à minuit se sont achevées les négociations entre les producteurs et les industriels de l'agroalimentaire. Elles ont été tendues cette année en raison de l'inflation, de la hausse du coût de l'énergie. Alors, les lois Egalim ont amélioré les revenus des agriculteurs. Mais vous qui êtes dans un département qui compte de nombreux agriculteurs, est-ce que c'est suffisant? Quel est le ressenti des agriculteurs aujourd'hui? Les lois Egalim, elles ont amélioré, en tout cas elles étaient faites pour améliorer. Mais quelquefois, ça n'est pas le cas. Moi, j'ai discuté il y a quelques mois avec un responsable d'une entreprise d'agroalimentaire qui transforme notamment du foie gras et qui m'expliquait que du foie gras et des produits dérivés du canard et qui m'expliquait que, en fait, les lois Egalim, elles lui posaient problème parce que justement certains produits dans cette filière-là, en tout cas, ne se vendent qu'en promotion et la loi Egalim interdit un certain nombre de promotions. En fait, on a l'impression que c'est sans fin, c'est-à-dire qu'on produit une loi, on fait une loi qui a pour vocation que les agriculteurs soient mieux rémunérés, mais on a l'impression que la grande distribution se débrouille toujours à trouver des solutions pour ne pas rémunérer, pour qu'au bout de la chaîne, ou plutôt au début de la chaîne, les producteurs soient mal rétribués de leur travail. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on fasse plus d'efforts, comme l'a dit Emmanuel Macron. Bien sûr qu'il faut faire plus d'efforts. Bien sûr que la grande distribution, on le sait, gagne beaucoup d'argent. Les producteurs sont mal payés et les salariés de la grande distribution sont mal payés. Coup d'envoi de la réforme des retraites, on va évidemment longuement en parler. Coup d'envoi aujourd'hui à 14h30 dans l'hémicycle du Sénat. Vous et vos collègues de gauche comptez bien imprimer votre marque sur ce texte. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Samia Dechir. Bonjour Samia. Bonjour Oriane, bonjour Monique Lubin. Bonjour. Et Samia, la gauche sénatoriale a dévoilé hier une position commune sur la réforme des retraites. Samia, vous avez suivi cette conférence de presse? Oui, vous y étiez, Monique Lubin. Il y avait les représentants des 3 groupes politiques de gauche au Sénat, les socialistes, les communistes et les écologistes. Alors je rappelle quand même que la NUP n'existe pas. Au Sénat, il n'y a pas d'intergroupe de gauche comme à l'Assemblée nationale. Mais cela n'empêche pas des alliances entre ces 3 groupes sur certains textes. Et c'est le cas sur cette réforme des retraites. La gauche affiche son unité dans le rejet de la réforme. Écoutez Patrick Kanner. Nous voulons faire front déterminé contre cette réforme que nous qualifions de réforme de régression sociale. Nous allons nous battre. Il ne vous a pas échappé que nous étions minoritaires au sein du Sénat, mais nous serons une opposition déterminée, nous battre contre cette réforme qui traduit finalement l'entêtement d'un gouvernement et aussi l'entêtement du président de la République à faire passer en force contre manifestement une très grande majorité des Français une réforme que nous qualifions d'injuste. Alors la gauche va donc se battre au Sénat, mais pas tout à fait avec la même stratégie qu'à l'Assemblée nationale où la NUP a déposé 18 000 amendements. Ça a tellement ralenti les débats que l'examen s'était arrêté après l'article 2, alors que le texte en compte 20. Au Sénat, il n'y a que 4 727 amendements. Il n'y aura donc pas de stratégie d'obstruction, du moins pas tout de suite, parce que la gauche veut aller au moins jusqu'à l'examen de l'article 7. L'article 7, c'est vraiment le cœur de la réforme, celui qui prévoit de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Donc cette fois, au Sénat, la gauche veut bien un vote, mais pas à n'importe quel moment. Alors elle a passé un accord de calendrier avec le président du Sénat, Gérard Larcher. On est une gauche, puisque c'est un mot à la mode, responsable. Nous sommes des hommes et des femmes politiques responsables. Donc ce matin, nous avons effectivement, lors de la réunion des présidents de groupe, posé la question de l'article 7. Et que nous souhaitions vivement qu'il y ait donc, je le répète, un débat sur l'article 7 et un vote sur l'article 7 après la mobilisation du 7 mars. Ça peut être dans la nuit du 7 au 8, le 8, le 9, on ne sait pas, mais voilà, ça c'est, me semble-t-il, acté.
Alors, voter l'article clé de la réforme après la grande journée de mobilisation du 7 mars, est-ce que vous espérez réellement, Monique Lebin, que ça peut vraiment changer le cours des débats au Sénat d'une façon ou d'une autre ? Ce n'est pas forcément... Alors, d'abord, c'est une marque de soutien au mouvement syndical et au mouvement populaire qui va s'exprimer dans la rue. Et puis, il est quand même évident que si la mobilisation est très très forte, ce que nous espérons et ce que je crois à titre personnel, il est évident que les débats au Sénat peuvent prendre une autre teneur. Sur ce sujet-là, sur le sujet du report de l'âge de la retraite, vous savez que les manifestations portent sur ce sujet-là, non à la retraite à 64 ans. L'article 7 ne parlera que de ce sujet-là. Donc il est évident que discuter de cet article 7 au moment où, après la mobilisation, peut donner effectivement une autre teneur. Et pour Mais c'est-à-dire que vous espérez qu'il y ait des sénateurs qui changent d'avis au vu de la mobilisation ? Écoutez, moi je ne désespère pas. Nous savons qu'un certain nombre de sénateurs... nous savons qu'un certain nombre d'adhérents des Républicains ne sont pas d'accord avec cette réforme. Chez les députés, nous l'avons vu. Chez les sénateurs, pour l'instant, nous n'entendons pas grand-chose. Mais ils sont plus unis. Ils sont plus unis, mais une petite musique comme ça, individuellement, vous en croisez quand même certains qui vous disent ça coince. Et pour la suite des débats, justement, après l'article 7, la position de votre groupe et de la gauche en général au Sénat n'est pas très claire. Vous avez dit hier, on souhaite examiner quand même le plus possible de mesures après l'article 7. Et en même temps, vous avez dit, on assume qu'on ne veut pas aller au bout. Alors, finalement, est-ce que vous ferez obstruction comme vos collègues de l'Assemblée ou pas ? Alors, faire obstruction comme nos collègues de l'Assemblée, non. Clairement, nous, ce que nous voulons, c'est la discussion de tous les articles. Parce qu'on parle de l'article 7 qui est le plus important, mais sur les articles derrière, il y a aussi des choses importantes, les fameux 1 200 €, il y a des mesures pour la retraite des aidants, il y a des choses... Donc nous voulons vraiment discuter jusqu'au bout. Mais discuter jusqu'au bout, sans obtenir un vote final, ça paraît possible. Donc vous ne souhaitez pas de vote final sur l'ensemble du texte ? Nous estimons qu'une mesure comme celle-là, une réforme, comme celle-là, qui n'a pas été adoptée à l'Assemblée nationale, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle n'a pas été annoncée, votée, n'a pas de légitimité. Et donc, nous considérons qu'elle n'a pas plus à être votée au Sénat. Mais discuter, oui. Parce qu'il faut absolument discuter, oui, parce qu'il faut absolument que les Français sachent ce qu'il y a dans cette réforme. On va évidemment parler du fond, mais sur la procédure, parce que c'est quand même très politique. On a l'impression qu'il y a 2 lignes entre la gauche et la majorité sénatoriale. On va regarder ce que dit Gérard Larcher ce matin au Figaro. « Je suis un défenseur acharné du droit d'amendement, mais il ne faut pas le dévoyer. S'il devait y avoir une obstruction, on utilisera tous les moyens constitutionnels et ceux de notre règlement. Je ferai le maximum qu'un président d'Assemblée peut faire pour aller au bout de ce débat. » Que pensez-vous de cette déclaration ? Je pense que c'est faire peu de confiance finalement aux parlementaires que nous sommes. Le droit d'amendement, le président Larcher le répète, le droit d'amendement, c'est le droit inhérent au débat parlementaire et nous comptons l'utiliser pleinement. Alors après, faire obstruction, c'est dire n'importe quoi, parler de n'importe quoi lorsqu'on présente un amendement, c'est-à-dire d'un sujet qui n'a rien à voir avec le sujet qui est traité dans le projet de loi. Ça, nous ne le ferons pas. Et le président Larcher verra que si nous avons déposé beaucoup d'amendements, ils tournent tous autour du sujet. Donc, nous espérons sincèrement que le président du Sénat ne déploiera pas certains artifices qui sont prévus dans le règlement du Sénat qui permettraient de nous finalement d'accélérer les débats et de nous couper la parole en quelque sorte, artifices qui, si j'ai bien compris, existent mais n'ont jamais été utilisés. Ce serait quand même un comble. Il y a un moment où le gouvernement a choisi un véhicule législatif pour faire en sorte le véhicule législatif qui fait qu'on peut discuter le moins longtemps possible. Il s'est passé ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ce serait quand même assez cocasse que le président du Sénat,
qui n'arrête pas de répéter que nous sommes une chambre responsable, et il a raison, ne permettent pas que ce débat se déroule jusqu'au bout. Samia, sur le fond, du coup, du texte. Oui, il y a des modifications qui ont été apportées, on le sait, par la droite sénatoriale, ou plutôt la majorité de droite et du centre. Par exemple, sur la retraite des femmes ayant eu au moins un enfant, il propose une surcote de 5%. Est-ce que la gauche pourrait voter cette mesure ? Non. Non, nous ne voterons pas cette mesure pour 2 raisons. D'abord parce que les femmes qui arrivent à 62 ans, 63 ans, qui ont tout leur trimestre, qui pourraient prendre leur retraite, ne demandent pas à avoir 5% de pension de plus. Elles demandent à ne pas travailler jusqu'à 64 ans, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, une femme qui arrive à la retraite à 62 ans, avec tous ses trimestres, qui peut faire valoir ses droits à la retraite, mais qui décide de travailler jusqu'à 64 ans, peut bénéficier d'une surcote de 10%. Demain, avec cette mesure, elle sera obligée de travailler jusqu'à 64 ans et au final, à condition qu'elle ait des droits familiaux, c'est-à-dire qu'elle ait eu des enfants, elle n'aura plus que 5% de surcote. C'est quand même... Est-ce que ce n'est pas une amélioration par rapport au texte initial du gouvernement ? Est-ce qu'en ne votant pas cette mesure, vous n'empêchez pas une avancée pour les femmes par rapport au texte initial ? Non, écoutez, l'avancée pour les femmes, ça serait le retrait de cette réforme. Nous n'allons pas tergiverser. La droite, la majorité sénatoriale, propose des mesures qui sont faites pour adoucir ce texte de loi qui est extrêmement brutal pour un grand nombre de Français. Nous-mêmes, allons proposer des amendements. Ça peut vous paraître paradoxal, mais justement pour démontrer que ce texte de loi est brutal et qu'il ne peut pas être appliqué. Mais la différence entre la majorité sénatoriale et nous, c'est qu'eux sont d'accord sur le report de l'âge de la retraite et nous y sommes absolument opposés. Sur les femmes, par exemple, qu'est-ce que vous allez déposer, vous, comme amendement ? Alors, sur les femmes, eh bien, moi, je vais proposer qu'à 62 ans, les femmes qui bénéficient de droits familiaux, c'est-à-dire la bonification de 8 trimestres par enfant, puissent prendre leur retraite à 62 ans, si elles ont ces droits familiaux et si elles ont le nombre de trimestres requis à 62 ans. Donc les trimestres maternité ne soient pas perdus. Parce qu'en fait, voilà, les trimestres maternité vont être perdus. Je veux dire, les femmes sont, pendant toute leur carrière et toute leur vie, bénéficient de beaucoup moins d'avantages, on le sait, sont pénalisées du fait justement, notamment, de la maternité, sont durement pénalisées sur leur carrière. Elles ont un avantage qui est de 8 trimestres par enfant et finalement, cette réforme va en enlever les bénéfices pour une grande partie d'entre elles. Autre mesure introduite par la majorité sénatoriale, c'est la création d'un CDI senior. Est-ce que ça, vous y êtes favorable ? Alors, ça, c'est un petit peu plus difficile de répondre de manière aussi claire. Moi, j'ai travaillé avec le sénateur René-Paul Savary. Nous avons fait ensemble tout un travail et sorti un rapport sur l'emploi des seniors. Nous savons que dans ce pays, il y a une espèce de culture qui fait que les employeurs ne sont plus intéressés par des salariés qui ont, on va dire, plus de 50 ans. Et donc, finalement, est-ce qu'il faut des mesures coercitives ? Est-ce qu'il faut des mesures incitatives ? C'est très compliqué. J'aurais tendance à dire qu'on pourrait expérimenter des formes de contrats spécifiques aux seniors, mais alors par contre, je suis totalement opposée à tout ce qui est exonération de cotisations sociales. Oui, parce que pour rappel, le CDI senior que propose la majorité sénatoriale, c'est un contrat qui serait exonéré de cotisations famille en échange de l'embauche d'un senior qui pourrait par exemple faire du tutorat. Donc sur ce CDI senior-là, vous voterez contre. Est-ce que vous avez une autre proposition de la gauche sénatoriale ? Moi, par exemple, nous allons proposer que dans les entreprises de plus de 300 salariés, il y ait toujours un pourcentage de 15% de seniors. On va proposer aussi d'ailleurs d'enlever le terme senior, parce qu'il est particulièrement discriminant. On va dire personne de plus de 50 ans ou
Alors, 15%, ça peut paraître difficile à tenir peut-être sur le... Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se débarrasse pas des gens qui ont plus de 50 ans ou plus de 55 ans et que quand on recrute, on ne ferme pas la porte automatiquement à toutes les candidatures de personnes qui ont plus de 50 ans. C'est une idée. Il y a un autre sujet qui fait débat et qui n'a pas été tranché en commission d'ailleurs, c'est la question des carrières longues. Quelles seront vos propositions sur le sujet? Est-ce que vous souhaitez que tous les Français dans un dispositif carrière longue ne travaillent pas plus de 43 ans? Oui. La Première ministre, je vais même au-delà des carrières longues, moi. La Première ministre a dit « personne ne doit travailler plus de 43 ans ». Donc nous lui disons banco, allons-y. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans, qui donc, dans ce projet de réforme, devrait travailler jusqu'à 62 ans. Ça fait 44 ans. Donc, nous disons non, pas plus de 43 ans, donc qui s'arrête à 61 ans. C'est ce qu'elle a promis, on ne sait pas trop sous quelle forme encore. Mais moi, je vais au-delà. Quelqu'un qui a commencé à travailler à 20 ans, qui n'est donc pas carrière longue, mais qui travaille jusqu'à 63 ans, ça fait 43 ans, qu'il puisse partir à la retraite. Donc, c'est-à-dire, on ne met plus d'âge légal de départ pour vous. Eh bien, la seule chose qui compte sont les annuités. Eh bien, justement, ce que je veux amener comme débat, c'est que là, nous ne sommes pas dans un projet de loi retraite. Parce que si nous étions dans un projet de loi retraite, nous pourrions discuter de tout cela. Et y compris âge légal, pas âge légal, uniquement les annuités. Là, on n'est pas là-dedans. Donc, je sais très bien que mon amendement n'a aucune chance d'aboutir. Peut-être même sera-t-il, dans notre jargon, article 40, c'est-à-dire qu'on ne pourra peut-être pas en débattre, mais je trouverai une façon dans l'hémicycle, bien évidemment, d'en débattre. Mais si nous avions un véritable projet de loi retraite, nous pourrions parler de toutes ces choses-là, de celles-là et d'autres encore. Et pas uniquement un texte financier. Bien sûr. Justement, puisqu'on parle des finances, hier on a entendu Patrick Kanner dénoncer un peu le fait que cette réforme est bricolée et qu'à force de concessions, ce ne sont plus les 17 milliards annoncés, mais on est plutôt entre 10 et 12 milliards de rendement financier, comme il a dit, reprenant les propos d'Elisabeth Borne. On sait que la droite sénatoriale veut insister là-dessus et rechercher des économies. Vous comprenez cette démarche? Est-ce que vous allez la soutenir là-dedans? Non, nous n'allons pas soutenir cette démarche, mais je trouve que ce qui est intéressant dans cette démonstration, c'est que justement, on voit que les Républicains, la majorité, est obligée de proposer des amendements qui viennent adoucir, comme je l'ai déjà dit, la brutalité de cette réforme, que ce qu'ils proposent a un coût et que finalement, si le gouvernement accepte ces amendements, eh bien, sa volonté première, qui est de faire des économies, ne sera pas respectée. On voit bien, en fait, la boucle se former. Et au final, ce que nous disons, tout simplement, cette loi est mal faite, elle est mal ficelée, c'est du bricolage depuis le début, il faut la retirer. Toujours sur l'aspect financier, la commission des finances du Sénat s'est prononcée disant que l'équilibre du système des retraites n'était finalement pas garanti par la réforme du fait de toutes les modifications qui ont été apportées à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un argument que vous allez porter dans l'hémicycle, dans cette séance qui s'ouvre cet après-midi pour pousser au retrait de la réforme en disant que finalement l'objectif ne sera pas atteint? Oui, bien sûr. Je risque de répéter ce que je viens de dire. On voit bien justement qu'au sortir du Sénat, si cette réforme est votée avec ce que va amener la majorité sénatoriale, l'équilibre voulu par le gouvernement, on ne parle pas de l'équilibre général des systèmes de retraite. L'équilibre voulu par le gouvernement ne sera pas au rendez-vous et donc ça ne servira à rien. Et le risque au final, c'est que dans 5 ans, même avant, on nous dise il faut une autre réforme. Et là, qu'est-ce qu'on nous dira? Qu'il faut encore reculer l'âge de départ à la retraite? En fait, moi, la question que je pose... Pour vous, c'est inéluctable, le fait qu'il y ait une autre réforme à court terme? Alors, il faut bien reprendre les choses dès le départ. Hein. Actuellement, et contrairement à ce que j'entends, j'ai entendu notamment M. Véran hier, qui a dit n'importe quoi, une fois de plus, hein, vraiment, et qui essaie d'affoler dans les campagnes pour que tout d'un coup, tout le monde soit favorable à cette réforme. Actuellement, nos systèmes de retraite ne sont pas en déficit. Actuellement, il faut le dire. Actuellement, mais ce ne sera pas le cas dans les années à venir. Il y a des projections qui vont jusqu'à 12-13 milliards. Je rappelle
qu'il y a 3 ans, au sortir, en plein cœur du Covid, les projections, elles étaient de 30 milliards de déficit pour 2022, 2021, 2022. Vous voyez qu'on est même légèrement excédentaire. Donc, il faut arrêter. Ce que je pense, c'est qu'il y a effectivement des choses qui se profilent à l'horizon, et c'est notamment la baisse des retraites, la baisse des revenus des futurs retraités par rapport aux revenus des actifs. Ouais. Voilà. Il faut travailler à ça. Et donc il faut une réforme. À mon avis, il faudrait que nous ayons une véritable réforme des retraites, mais pas dans le but d'amener les gens à travailler plus, dans le but à trouver de nouvelles recettes. Le président du corps l'a dit, ça n'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de recettes. Et de garantie du niveau de vie des retraités. Alors vous me direz, quand il y a un problème de recettes, il y a forcément un déficit. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est que nous n'avons pas d'inquiétude sur la trajectoire des dépenses. Il faut trouver des recettes. Est-ce que les seules recettes peuvent se trouver dans le report de l'âge de la retraite ? Moi, j'ai une question à poser. Jusqu'à quel âge veut-on faire travailler les Français ? Et notamment, tous ces Français qui se lèvent tôt et qui ont les métiers les plus pénibles. C'est une véritable question, me semble-t-il. Et que vous poserez, on n'en doute pas, dans l'hémicycle. Début des débats à 14h30. Évidemment, ce sera à suivre en direct sur notre antenne. On en parle tout à l'heure, Samia, avec vous ? Avec plaisir. Dans le club, on va faire un petit détour par votre département. Maintenant, Monique Lubin, on va voir l'actualité dans les Landes avec Jefferson des Sports de Sud-Ouest. Bonjour Jefferson, merci beaucoup d'être avec nous. Jefferson, vous avez 2 questions pour Monique Lubin. On commence avec une première question sur la sécheresse. Oui, Oriane, une question sur la sécheresse, un tout autre sujet que les retraites. Donc, Monique Lubin, plusieurs départements ont déjà pris des mesures de restriction d'eau. Le 21 février, à Mont-de-Marsan, les agriculteurs ont manifesté pour défendre leur droit à l'irrigation. Est-ce que vous les soutenez ou est-ce que vous appelez à des mesures de restriction sans attendre ? C'est très difficile de répondre à cette question. Je pourrais être complètement démago et vous dire oui, je les soutiens, il faut absolument... notre agriculture a besoin d'eau. Donc oui, quelque part, je soutiens les agriculteurs, mais je suis quand même très inquiète de cette question du partage de l'eau qui se pose de manière particulièrement accrue cette année dans les Landes. De souvenirs de landaises... de longue date, de toujours, je n'ai pas connu ce genre de période. Je n'ai pas connu un moment où il fallait qu'on tranche entre utilisation de l'eau pour tout le monde et utilisation pour les agriculteurs. On arrivait à partager, même si les agriculteurs trouvent que c'est parfois insuffisant, mais on arrivait clairement à partager sans qu'il y ait de conflit d'usage. Bon, là, ce que je souhaiterais quand même, c'est que, le pire n'étant jamais certain, c'est que cette année, les autorisations restent stables et on verra ensuite, j'ai envie de dire, en fonction de ce qui tombe du ciel. Mais quand je dis ça, je sais aussi que je ne suis pas très raisonnable. Je suis inquiète et franchement, je ne vous donnerai pas de réponse démago et simpliste. Jefferson, il y a une autre question qui est un peu liée, une question sur les incendies cette fois. Complètement, Monique Lubin, ça va faire le lien avec ce qu'on vient de dire, puisque cette sécheresse très précoce fait craindre le retour des incendies beaucoup plus tôt dans la saison. On sait que l'été dernier, les Landes comme la Gironde ont été très durement impactées. Est-ce que vous avez des assurances que les moyens aériens qui sont attendus dans le sud-ouest seront bien positionnés dans le sud-ouest avant cet été, c'est-à-dire des Canadair notamment ? À ce stade-là, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je sais que le président du conseil départemental des Landes, et celui de la Gironde qui a été quand même bien plus impacté que les Landes, même si les Landes, nous l'avons été beaucoup plus que les années précédentes. Je sais que c'est ce que nous demandons. Je ne pense pas que nous ayons eu pour l'instant de garantie sur ce sujet-là.
Merci Jefferson, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde la une de Sud-Ouest. Ils sont jeunes et rêvent d'agriculture. C'est à la une de Sud-Ouest aujourd'hui. Et merci beaucoup Monique Lubin d'avoir été notre invitée. Bon débat, puisque ça commence à 14h30. Ce sera évidemment à suivre en direct sur notre antenne. On continue notre émission spéciale réforme des retraites. Dans 20 minutes, débat entre deux sénateurs. Marie-Pierre de La Gontrie pour les socialistes, votre collègue, et Stéphane Le Rudulier pour les Républicains. Mais d'abord, on va accueillir un président de groupe ici au Sénat, c'est François Patria.